Alors bonjour Mathieu, vous sortez en 2010 votre premier court-métrage, Sons of Chaos, et en 2013 votre second court-métrage Broken, Ouais. deux courts-métrages qui ont été plutôt bien accueillis, hein, avec plusieurs prix en festival. L'un est un film d'action un peu post-apo, le deuxième est un film, une amorce d'un film romantique. Euh, et là vous êtes ici au Festival des Utopiales pour nous parler de votre film Hostile, votre premier long-métrage. Alors d'abord, c'est bien que vous soyez un jeune réalisateur, parce que du coup, je peux vous poser la question un peu bateau. Comment vous êtes venu au cinéma et quels sont les réalisateurs, les films et les genres qui vous ont inspiré? Alors, comment je suis venu au cinéma? Pour le coup, ça fait un peu classique comme réponse. Tout le monde va dire au début, oui, en fait, j'ai piqué la caméra de mes parents et puis j'ai fait des petits films, ce qui est exactement le cas. Quand j'étais gamin, la plupart de mes courts-métrages, c'était mes dinosaures de Jurassic Park qui bouffaient mon chien ou des conneries comme ça. Enfin voilà, C'est cruel. ouais, un peu. Ouais. On expérimente en fait des choses sans savoir que c'est vraiment ni un métier ni. Voilà, c'était un peu le cas dès le début. Après, un poil plus tard, au lieu de réviser le bac, je faisais des courts métrages avec mes potes. Euh, voilà, du coup j'ai eu le bac mais avec une note catastrophique et je m'en fous. Voilà, du coup le déclic, ça a été bizarrement, c'était un. J'ai vu le making of. Je me souviens très bien avoir vu donc Braveheart à la télé, et c'était sur une chaîne du câble et qui passait le making of juste après. Et le making of de Braveheart, il y a une partie qui est vraiment spéciale qui s'appelle Abu Gabrat, qui en fait veut dire quelque chose dont je ne me rappelle plus, mais quelque chose en écossais qui, en fait, c'est plus un documentaire. Et c'était passionnant puisque c'est un documentaire en fait qui, on voit Mel Gibson en salle de montage avec son monteur, qui monte une scène, qui galère à trouver le bon angle, et hop, on repart sur le tournage et ainsi de suite. On fait des allers-retours et j'avais 16 ans. Et je me suis dit, ouah, en fait, c'est ça d'être réalisateur, c'est avoir une vision globale sur une œuvre. Euh, et du coup, ça a vraiment été un déclic de j'ai envie de faire ça comme métier. Euh, voilà. Et du coup, après, je suis monté à Paris, j'ai fait l'ESRA à Paris. Donc, je suis monté à 18 ans, parce que je suis né à Cannes, j'ai vécu dans le sud Bon jusqu'à 18 départ. ans. Ouais, bon départ, 10 jours par an, le reste du temps, il se passe rien à Cannes. Hein, mais oui. Du coup, en fait. Quand je suis arrivé à Paris, donc j'ai fait cette école, où j'ai fait des petits courts-métrages d'études, etc., pour me conforter là-dedans. Et j'ai eu la chance de vite travailler, pour manger déjà, sur des films. Mon premier film, c'était G.I. Joe. Donc j'ai eu un coup de bol, en fait, parmi un contact qui m'a emmené sur le poste. Et du coup, je me suis retrouvé à travailler sur des gros blockbusters américains, euh, comme Inglourious Basterds de Tarantino, Sherlock Holmes 2. Après, j'ai fait pas mal de films aussi chez Europa, Lucie, Three Days to Kill, voilà, enfin plein de films comme ça. Et du coup, ça fait rencontrer des gens, on voit comment se passent des gros films. Et à côté de ça, je voulais toujours être réal, ça a toujours été le but depuis le début. Donc parallèlement à ma carrière entre guillemets d'assistant réa, euh, j'ai développé donc Sons of Chaos, puis Broken, puis en parallèle des scénarios de long métrage pour un jour faire. Voilà, ça aura mis une petite dizaine d'années, ce qui n'est pas si long en fait quand on regarde bien d'où je viens. C'est-à-dire, je connaissais absolument personne. Et du coup, ouais, comme on le disait, quels sont les réalisateurs vraiment qui t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a des maîtres qui t'ont donné envie vraiment de faire du cinéma et qui Alors, t'inspirent encore dans tes alors en fait, projets actuels? c'est marrant parce que c'est plus des films que des réalisateurs, même si je suis. Mais ça fait bateau après de dire ah oui, alors je suis un énorme fan de Steven Spielberg, je suis un énorme fan de Scorsese, je suis un énorme fan de tous ces réals que tout le monde aime, parce que de toute façon leur carrière est jalonnée plus de chefs-d'œuvre que de films normaux entre guillemets. Après il y a des films très particuliers, donc je disais Braveheart pour le côté voilà l'étincelle qui m'a fait aller là-dedans, mais je me suis rendu compte que ce qui m'a le plus marqué dans les films quand j'étais mais déjà tout petit, le premier film que j'ai vu et que j'aurais pas dû voir, j'avais 6 ans, c'était The Thing de John Carpenter. Donc j'étais caché derrière le canapé et je me souviens très très bien de la scène du chien qui est entièrement absorbé par le truc, tout ça. Et donc voilà, j'ai vu ça, Predator, Alien, c'est les premiers films que j'ai vus. J'étais trop petit pour les voir, mais ça m'a vraiment forgé une passion pour la SF, une passion pour l'horreur, une passion pour l'imaginaire en général. Et Jurassic Park, ça a été un film aussi qui m'a hanté longtemps et qui encore aujourd'hui je trouve parfait en termes de à la fois divertissement et puis même
en tant que film tout court. Voilà, c'est plus des films précis. Mais après, voilà, ça va du western aussi, du film noir, enfin il y a un peu de tout. Mais avant que je sache ce qu'était un film et que j'essaye d'analyser les films, c'est vraiment la SF, sans le vouloir, hein, vraiment, ouais, on va dire, ouais, Alien, Predator, The Thing, puis E.T., enfin voilà, tous ces films de SF fantastiques. Et dans une interview que tu donnais au site lesbellesaffiches.com, tu disais que tu t'étais inspiré de The Last of Us, du coup le jeu, et je me demandais si le jeu vidéo inspirait énormément ton travail et si tu avais... Ouais, je suis un gros joueur, mais enfin moins maintenant parce que j'ai moins le temps. Mais oui, The Last of Us, pour moi ça a été une claque. Pour moi, je me souviens de cet article qui disait le Citizen Kane du jeu vidéo. Pour moi c'est exactement ça. Des jeux comme ça je suis un gros fan de par exemple Metal Gear Solid depuis le début, ou d'œuvres un peu plus artistiques dans le sens, je parle parce que c'est artistique Metal Gear, mais dans le sens moins commercial, vendu que sur l'artistique comme Shadow of the Colossus, Ico, dernièrement c'était The Last Guardian. Voilà, The Last Guardian qui est pareil, un chef-d'œuvre. Mais voilà, j'aime beaucoup quand je dis je suis un gros joueur, je joue pas à Call of Duty ou à FIFA. Oui. C'est pas ça pour moi être enfin, c'est pas ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo. Je pense que le jeu vidéo c'est un médium à part entière et c'est un art à part entière, déjà, contrairement à ce que disent beaucoup de gens en disant c'est en train de devenir un art. Non, c'est un art à partir du moment où on a raconté des histoires, parce que quelle que soit l'histoire qu'on raconte, même un tableau ça raconte une histoire où ça fait vivre des émotions précises et voulues par l'auteur. Voilà, c'est déjà un art. Et The Last of Us, ça a été une claque. Je me le refais une fois par an, entier, en mode réaliste, pour que ça dure plus longtemps. Et là, je crois que c'est hier la bande-annonce du 2, la nouvelle bande-annonce qui est sortie. Voilà, et je rêve de voir une adaptation. Je sais qu'elle est dans le development hell aux États-Unis, c'est un peu le bordel, mais voilà, il y a de quoi faire. C'est déjà un chef-d'œuvre de base, hein, donc il faut faire très attention. Alors pour Hostile, tu as été très ambitieux, parce que plus que de faire un film sur un genre, tu as décidé de mélanger deux genres, donc à savoir le film post-apo qui lorgne beaucoup vers le survival, et le film de romance / drame. Et en plus, sur deux temporalités différentes. Alors c'est un projet un peu fou, hein, surtout pour un premier long métrage. Ouais. Ça n'a pas été trop difficile de garder une cohérence visuelle et narrative en traitant de deux genres si différents. Est-ce qu'il y a eu des difficultés au niveau de ce projet ? Alors ça a été une discussion qu'on a eu très très tôt, d'abord avec la production, où les producteurs à Full Time Film, donc Thomas Lubot, Éric Gendarme, Olivier Château, plus Xavier Jans qui a amené le projet à cette production et qui a été un peu le parrain du film. Ça a été une discussion de garder cette particularité qu'avait le scénario que j'avais écrit, d'être 50-50. Vraiment 50% d'un genre et 50% de l'autre. Là où certains auraient voulu, je parle pas de mes producteurs actuels, hein, mais certains, et on a eu ces échos, il faudrait enlever des flashbacks, en faire un truc plus classique. Et voilà, moi c'était le parti pris que je voulais prendre, quitte à prendre des risques avec et à débouter un petit peu certaines personnes. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais à la base. Et ensuite, en termes de parti pris, même de mise en scène, de lumière, avec Vincent Véard-Baron, le chef opérateur, on a tout de suite discuté de est-ce qu'on différencie vraiment ces deux genres, et c'est ce qu'on a fait. Si on regarde bien, déjà dans le scénario de base, et c'est un truc qu'on a voulu garder, toutes les scènes de post-apo sont des scènes très très efficaces dans le sens très basique. Juliette doit faire une action pour atteindre un but, c'est tout le temps ça, il se passe toujours quelque chose. Alors que dans les flashbacks, c'est volontairement des scènes toujours un petit peu entre parenthèses, c'est des moments de vie, c'est toujours des moments un peu flottants, qui ralentissent un peu le rythme. C'était le risque aussi, hein, c'est que le film perde un peu en efficacité, mais que du coup il y ait cette espèce de pause dans le temps, dans le genre, voilà, c'était vraiment une volonté première, et on a gardé ça au montage avec Joël Jacovella, mon monteur. Voilà, pareil, cette idée de toujours garder un peu ce qui était dangereux pour le côté classique, pour garder le film un peu original en fait. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu faire aussi en mise en scène, où en fait, en mise en scène et en lumière, si on regarde bien, le post-apo est plus basé sur des mouvements de caméra, sur des intentions de mise en scène fortes, alors que dans les flashbacks, on part très vite sur plus de champ contre champ, plus de caméra
il y a très peu de plans dans les flashbacks, de plans un peu tape à l'œil, à part le plan du miroir ou des trucs, des effets que je voulais vraiment. La plupart des plans, c'est beaucoup plus classique. Voilà, ça c'était une vraie volonté de garder ça jusqu'au bout en fait. Alors la créature qui harcèle Juliette durant tout le film est jouée par Javier Botey, si je prononce bien. Javier Botey, ouais, oui, de toute façon en espagnol c'est encore autre chose. Et du coup il interprète superbement de nombreux monstres, notamment dans la filmographie de Guillermo del Toro. Ouais. Alors qu'est-ce que ça fait de diriger un acteur comme ça? Est-ce que tu as eu beaucoup de directives à lui donner, parce que c'est un rôle qui lui colle un peu à la peau dans le cinéma. Est-ce que c'était plus instinctif ou est-ce qu'il a fallu beaucoup diriger? Alors, Javier, déjà, il faut savoir que il fait ça depuis longtemps, que c'est vraiment sa particularité. Ils sont deux à faire ça, en fait. Il y a lui et Doug Jones, ils travaillent tous les deux beaucoup pour Guillermo del Toro. Mais Javier a vraiment ce corps incroyable et qu'il l'utilise d'une façon particulière, parce qu'il ne faut pas croire qu'il se met juste... comme ça, arrive en costume et que directement il a juste à se mettre à quatre pattes et à faire la créature. Il y a vraiment toute une gestuelle qui travaille, on en discute beaucoup. On parle beaucoup, bizarrement, en fait c'est très simple, je le dirige comme un comédien qui jouerait pas plus que ça de son corps, en tout cas pas autant que lui. On parle plus d'émotion, de ce que veut la créature à tel moment, qu'est-ce qu'elle veut faire sentir. On a essayé des choses, on a des moments où la créature sourit, se marre, qu'on n'a pas mis dans le film, mais on a essayé beaucoup de choses de plus humaines, plus agressives, moins agressives, voilà. Et ça c'est vraiment le travail, on en a discuté un petit peu pour savoir comment on allait travailler ça. Après il faut savoir que par contre, avec Javier, comme il est fragile, et on était vraiment en extérieur, dans le désert, il faisait froid, c'était la nuit, on enchaînait les nuits, on peut pas faire beaucoup de prises non plus. Donc il faut vraiment justement discuter de ce qu'on veut et essayer des choses, mais les essayer tout en n'allant pas au bout d'une idée si on sait déjà que ça ira pas au bout. Voilà. Donc, c'était juste ça un peu à s'adapter. Voilà, mais après, voilà, c'était un cadeau d'avoir Javier, et je le voulais depuis longtemps, puisque Javier, en fait, je l'ai contacté. J'étais au Festival de Cannes, je sais plus en quelle année, mais bien avant le film, puisque c'était au moins 3 ans avant le tournage. J'avais juste le scénario, j'avais pas de producteur, j'avais rien. Et j'ai vu Mama, je crois, dans une salle qui passait le film à côté, pendant le festival. Il y avait le film qui passait au ciné, tout simplement. Donc je suis allé voir le film, et j'ai vu que c'était un comédien. J'ai vu que c'était le comédien de Rec. J'avais déjà adoré la fin de Rec qui m'avait terrorisé, qui était vraiment, vraiment génial. Et donc j'ai trouvé son mail sur un blog à l'époque, et je lui ai envoyé un mail en lui disant voilà, juste je suis fan de ton taf, je trouve ça fantastique, j'ai un scénario, j'ai pas de prod, j'ai rien, mais est-ce que tu veux au moins le lire? Il m'a dit bah écoute, envoie, ça coûte rien. Il a lu le film, il a lu le scénario, et il m'a répondu en me disant voilà, j'ai adoré le script, je veux le faire, quel que soit le nombre d'années que ça prendra à ce que le film se fasse, s'il se fait, tu m'appelles. Et en fait on est resté en contact pendant ces 3 ans et demi qui ont séparé ce moment-là du tournage, et il a dit je le fais. Et ce qui est très marrant, c'est quand il a dit je le fais, il tournait, il faut savoir que juste avant nous, il a tourné avant nous La Momie avec Tom Cruise, où il a un tout petit rôle, mais il a tourné cette partie-là. Il a fait une des momies, voilà, il a tourné ça, Insidious 4, où c'est le démon principal du film, qui n'est pas encore sorti. Alien Covenant, c'était juste après nous. Et je crois encore un autre film. Donc il était vraiment au milieu de plein de blockbusters, et il est quand même venu faire notre petit film en plein milieu du Maroc. Super. Donc ça c'était vraiment vraiment cool. Donc pour continuer sur la créature, qui est l'un des personnages principaux du film et peut-être l'un des plus grands points forts du film, j'oserais même dire, elle a un design qui rappelle, et en plus si on a vu le film, les peintures de Francis Bacon. Et donc on voit cette influence du peintre sur le design. Est-ce qu'il y a eu d'autres influences pour le design de cette créature-là, que ce soit cinématographique ou dans le domaine de la peinture? Alors effectivement, c'est très bien. Alors il faut savoir que j'ai eu la chance encore une fois d'avoir le grand Jean-Christophe Spadaccini qui s'est occupé de tout le make-up et le design aussi de la créature. Donc lui qui a travaillé, rien que le cadavre des rivières pourpres, c'est sa carte de visite la plus célèbre, mais voilà, c'est un grand monsieur, et qui en fait s'est occupé d'abord du design. Au début on était parti sur quelque chose de beaucoup plus proche de Bacon, où le visage était plus déformé, etc. Mais ça marchait moins pour l'émotion et pour certaines parties que je voulais faire du film. Donc avec Jean-Christophe on est très vite reparti sur
pour garder cet aspect déformé et atteint du visage, on est parti plus sur de la brûlure sur de la peau abîmée. Et après, en termes d'influence, bah, on est parti sur beaucoup de photos de grands brûlés, un peu aussi de... Je me souviens qu'on a pas mal travaillé sur tout ce qui est Hiroshima, Nagasaki, beaucoup de photos d'archives, plus que de films. Et après, Ravière en soi, le corps de Ravière parle en soi en termes d'influence, c'est que déjà ce qu'il avait déjà fait avant, tout simplement. Encore une fois, moi je me suis aussi basé pas mal pour The Last of Us sur les claqueurs, les clickers, qu'on a aussi pas mal orienté le son par là, au final. Et quoi d'autre? Non, sinon après. Et puis cette vidéo célèbre qui a un peu déclenché tout pour Ravière, où en fait on le voit faire les tests de Mama. C'est une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube où en fait on le voit, il a juste un masque en papier et il se désarticule entièrement. Et quand on voit ça, il y a ce côté, cette espèce d'imagerie. Je sais pas quoi, c'est ni une araignée, quelque chose. C'est vraiment surhumain en fait tout de suite. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de garder pour le film. Et du coup, je lui ai demandé énormément avec Jean-Christophe, on est parti sur l'idée de très très peu maquiller son corps. En fait, à part les quelques brûlures et les mains, et puis pour l'abdomen, mais le corps en soi est très très proche de celui de Ravière. Du coup, on a gardé vraiment cette maigreur et ce côté. Et puis après, c'est lui qui a fait le travail sur le reste. Alors, quand on regarde tes différents projets, tes 2 premiers courts-métrages qui sont véritablement sortis et qui ont été primés, et qu'on regarde Hostile après, il y a des choses qu'on retrouve finalement dans le long-métrage. L'ambiance post-apocalyptique était dans Sons of Chaos, la romance, ou l'amorce de romance était dans Broken, et du coup on a l'impression que c'est un peu la somme de tes 2 courts-métrages. Est-ce que c'est intentionnel ou ça t'est venu comme ça? Alors bizarrement non, c'est-à-dire que c'est pas intentionnel, il faut savoir que mais c'est quand même lié, parce qu'en fait j'ai fait Sons of Chaos, vraiment pour le coup qui est un film post-apo où le scénario c'est plus un prétexte et en fait l'idée c'était plus comme un jeu vidéo d'aller chercher il cherche des objectifs, il doit trouver ses 3 objectifs, voilà, c'était vraiment bateau, c'était plus pour traiter le post-apo visuellement et voilà, j'avais le décor pour, etc. Et en fait avant de faire Broken, j'ai utilisé Sons of Chaos et j'ai écrit plusieurs pitchs de scénarios de long, dont celui d'Hostile, enfin ce qui allait être Hostile, ça s'appelait The Rising à l'époque. Et en fait, c'était un mec, c'était pas une nana, c'était un mec dans la voiture. Il n'y avait pas de flashback, c'était des flashbacks auditifs. Et ils étaient très très courts. Et c'était voilà, un traitement que j'avais écrit. J'avais écrit quelques traitements pour éventuellement faire du long et démarcher avec. Et j'ai rencontré Xavier entre-temps. Il a vu Sons of Chaos à Cannes au Short Film Corner, on a discuté pas mal. C'est lui d'ailleurs qui m'a dit tu devrais faire un cours où on peut voir que tu sais diriger des comédiens. Parce qu'il m'a dit le problème, Sons of Chaos, ça a coûté pas cher, c'est beau visuellement, ça c'est bien. Par contre, et c'est vrai, il n'y a pas de jeu d'acteur à proprement parler en termes de, parce qu'il parle pas. En termes de direction, on a un peu de mal à voir si tu seras à tenir la distance sur un long. Et du coup, j'avais le pitch déjà de Broken, j'avais même un scénar, je crois, que j'ai modifié. Donc Broken, c'est que ça, c'est 25 minutes de comédien. Donc c'était parfait pour faire ça. Et du coup, en fait, j'ai réécrit le traitement de style pendant Broken, puis après Broken, en ajoutant des flashbacks, mais sans penser à vouloir... En fait, voilà, c'est juste qu'en faisant Broken, j'ai adoré ce travail avec les comédiens. J'ai adoré même le principe même d'écrire les personnages du scénario de Broken, etc. Et du coup, en fait, quand j'ai attaqué vraiment la V1, ce qui a été vraiment la V1 d'Hostile, bah, en fait, tout s'est mélangé en termes de ce que j'avais appris, en fait. Et du coup, bah, les flashbacks ont pris de plus en plus de place. Et au début, je me suis dit, allez, je vais écrire mon histoire et je verrai à la fin ce que j'enlève. Et finalement, je me suis dit, bah, cette originalité-là, et si je peux en faire un truc à la fin, parce qu'il y a une vraie logique à la fin d'Hostile, pourquoi tout ça arrive, bah en fait, voilà, je me suis dit... Donc en fait, voilà, c'est pas, tiens, je vais prendre mes 2 cours et en faire un long, mais quelque part, tout s'est mélangé et a emmené à ça, naturellement. Du coup, pour continuer sur la comparaison entre tes courts-métrages et Hostile, dans Broken, il y a la question de la communication, de la langue, du coup, et qui est ici un problème linguistique, des personnages qui ont du mal à communiquer. Et dans Hostile, on retrouve des personnages qui ont parfois du mal à communiquer, notamment Juliette. Cette question de la communication, ça te taraude pour que ce soit déjà présent dans 2 de tes films? En fait, je trouve ça super intéressant, déjà parce que ça crée du conflit, déjà, de base, et du conflit entre 2 personnes, ça pour le coup c'est vraiment dans Broken où j'ai pu le développer, du conflit entre 2 personnes
qui ne sont pas avec un flingue sur la table, quand c'est du conflit basé sur des sentiments, etc. Le fait qu'il y ait un problème de communication, ça rajoute en fait à tout ça. Et puis je pense que ça vient de façon inconsciente du fait que je savais qu'on allait faire le film en anglais, que je voulais le tourner en anglais. D'ailleurs, Broken est quasiment tout en anglais. Et Sons of Chaos, le peu qu'il y a de dialogue est en anglais aussi. Bah, quelque part, c'est pas ma langue. Donc peut-être que ça vient de là aussi, de vouloir parler de ces problèmes de communication. Même si je parle anglais, c'est pas ma langue. Et il y a toujours... C'est hyper intéressant en fait comme sujet de... Et sachant que tous les 90% des films qui m'ont influencé ne sont pas en français. Donc en fait, du coup, c'est pareil, il y a peut-être ça au fond sur la communication, sur le fait d'essayer de développer des films en France qui ne soient pas forcément en français. Voilà, c'est peut-être de là que ça vient. En tout cas, c'est pas pareil, je me pose pas la question, c'est pas voulu clairement, mais voilà, effectivement c'est quelque chose qui est ressorti dans les deux, enfin dans Broken puis dans Hostile, et même dans Sons of Chaos, puisque dans Sons of Chaos ils n'arrivent pas à parler et ils ont un appareil. C'est là, il faut peut-être que j'aille voir un psy pour ça, qui va peut-être soulever un truc là. Voilà. Et il y a un autre point qu'on retrouve dans Broken et dans Hostile, un autre motif, c'est le motif de l'enfant absent. Est-ce que c'est un hasard? Alors non, c'est pas un hasard puisque c'est un motif qui est même dans un prochain film que je dois faire aussi. Souvent, en fait, je pense que ça vient d'un truc tout simple, c'est peut-être une facilité entre guillemets scénaristique, c'est que souvent quand on veut ajouter un traumatisme à quelqu'un et qu'on veut y mettre la perte d'un être cher, souvent quand c'est une femme on va tout de suite y mettre soit l'amant, soit l'enfant, sachant qu'après quand le sujet c'est une histoire d'amour, c'est plus facile entre guillemets de mettre l'enfant. Après dans Broken c'est quelque chose qui est dans son passé, à Julie. J'ai encore Julie, Juliette, il y a peut-être un truc. Et du coup, là, c'est dans leur présent, entre guillemets, c'est un drame de leur histoire. Mais oui, voilà, après, c'est quelque chose qui me touche aussi et qui est un peu facile à mettre en place pour expliquer des traumatismes des personnages. Alors pour ce premier long métrage, tu as été tourné à Paris, New York et au Maroc. Est-ce qu'il y a eu des grosses difficultés lors du tournage? Et pour une note plus positive, qu'est-ce que tu gardes comme meilleur souvenir de tournage pour ce film-là? Bon, alors la difficulté, tu viens de les dire, hein, c'est de tourner sur 3 continents différents pour un premier long où on a tourné 24 jours et demi. Donc les difficultés, elles sont logiques. La première, c'est tout simplement quand tu prépares un film qui se passe sur 3 continents, c'est pas rien, c'est des équipes différentes, c'est des mentalités différentes, c'est vraiment des façons de travailler différentes. Donc la difficulté, elle a été de préparer ça. Heureusement, j'avais entre mon premier assistant, Thierry Lecomte, les assistants de chaque pays, puis toute la prépa qui a été faite, monstrueuse dessus. Moi, ça va. Mais c'est vrai que psychologiquement, pour se dire, attends, on va faire une partie ici, tu rencontres des nouvelles équipes, tu crées des liens, tu prends des automatismes, tu changes de pays, il faut changer tout ça. C'est pas facile en fait. Voilà. Les difficultés, ça a plus été ça. Et le tournage de nuit au Maroc, parce que tourner de nuit, c'est jamais compliqué. C'est jamais facile, je veux dire, c'est toujours compliqué. Parce que enchaîner les nuits dans le désert, quand t'as déjà 45 minutes de route pour arriver, tu tournes toute la nuit, t'arrives le matin, tu dors jamais une journée complète, faut rattaquer, etc. Voilà, c'est un rythme à prendre. Mais c'était assez violent, je pense, pour les équipes aussi, même si elles avaient l'habitude des tournages. C'est quand même jamais simple de tourner. On a fait 9 nuits d'affilée, enfin avec un break, une journée de break où il a plu. Je crois qu'il a plu 3 mois de pluie en une journée pour le Maroc. Donc il a fallu tout nettoyer le jour off. En fait. Le jour off, les équipes ont passé leur temps à nettoyer le décor pour essayer de le sauver. Donc voilà, les difficultés, c'est inhérent à un tournage de nuit, un tournage à l'étranger, un tournage dans le désert avec des scorpions gros comme ça. Enfin voilà, c'est toujours sympa. Mais voilà, les difficultés, c'est plus ça en fait. S'adapter à chaque équipe et chaque condition d'un tournage pas facile, voilà, c'est tout. Et la note positive. Ouais. La note positive, bon, il y en a plein aussi, hein, le dernier jour. Les notes positives, déjà les rencontres avec, justement, encore une fois, c'est lié, hein, les rencontres avec toutes ces équipes-là, où je me retrouve à tourner d'abord aux États-Unis, en plein New York. Parce que des fois, il faut quand même prendre le recul un peu. Moi, quand c'est mon premier long métrage, et je me retrouve dans les rues de New York, et puis pas avec un iPhone, quoi, avec vraiment une équipe de tournage en plein New York à tourner. Et puis des fois on se regarde avec la prod où voilà, on se souvenait quand on délirait sur on va aller tourner à New York, c'est eux qui ont insisté pour New York et qui ont eu ce courage là parce que c'est pas
ça implique déjà des difficultés à la base. Voilà, ça, et puis après on part... Bon, il y a eu Paris entre-temps, mais après on part au Maroc, et au Maroc, voilà, on était 100 dans l'équipe, avec les bagnoles, les flingues, les créatures, les décors post-apo, la gas station, les camions, enfin, les cascades, enfin voilà, c'est que des jouets de gosses, l'impression d'être un gamin avec tous ces jouets qui... Et après, de temps en temps, c'est arrivé de temps en temps où je me mettais un peu à l'écart, je regardais tout, et je me souvenais du jeune gars qui débarque et qui écrivait son truc tout seul, et après voilà, quand ça se fait, c'est un rêve, quoi. Et dont on a parlé juste avant la projection du film durant ce festival, le cinéma de genre en France, c'est très compliqué. Est-ce que tu as eu des difficultés pour financer ton film, pour la production et toutes ces questions-là? Alors le film il n'est pas autoproduit, heureusement. J'ai une vraie prod qui a fait son travail plus que bien là-dessus, et qui a vraiment mis les couilles sur la table pour que ça aille au bout. Mais du coup voilà, c'est toujours compliqué en France de produire un film. Déjà, c'est compliqué de produire un film. C'est plus compliqué de produire un premier film. Alors, un premier film tourné en anglais avec un mec qui a rien fait et qui surtout veut faire un film de genre. Dans 2 genres. Tourné dans 3 pays différents. Enfin voilà, faut juste trouver les bonnes personnes. Et ça a commencé par Xavier, puis Full Time Film, puis tout le reste. Et en fait, voilà, c'est possible. C'est possible de le faire. C'est juste plus compliqué. Il faut accepter d'avoir un budget plus réduit, de tout miser sur le script, les bonnes personnes, et surtout de l'international en fait. Le film se vend très 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 bien à l'international, on va sortir en Chine en salle, au Japon, en Allemagne, en Italie, on a plein de ventes qui sont encore en cours et qui cartonnent, donc il faut juste prendre ça en compte, de dire qu'on fait pas un film que pour la France, si c'est du genre. Ça, c'est mon point de vue pour le cinéma de genre, parce que le cinéma de genre en français peut aussi se produire encore aujourd'hui. Mais c'est juste que voilà, il y a des alternatives, faut pas lâcher. De toute façon, il y en a, même s'il y en a pas beaucoup. Je suis pas le seul. Cette année, il y en a plusieurs, et tous les ans, il y en a quelques-uns. Mais voilà, même si c'est des tirs de sniper, on est quand même là, en haut de la tour, à essayer d'atteindre notre cible. Merci Mathieu Thury. Voilà, de rien. As far as I remember, I always wished for the end of the world. My name is Juliet, and I survived the apocalypse. You think I'm lucky? You're wrong. All that's left now are memories. But sometimes memories can save your life. Because every mistake you make it for a reason. The only thing I learned is life's a bitch. You think you've hit the ground, but you've just started to fall. And in the end, you only have one choice. Rise or die.